Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7. Alors je sais, je suis un petit peu à la bourre, le jeu est sorti il y a plus d'un an maintenant, mais depuis que je me suis un petit peu amélioré au volant, j'avoue que je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer à Gran Turismo 7, ce qui fait que ces derniers temps, je fais plus de contenu sur ce jeu-là. À la sortie du jeu, je vous avais déjà parlé des véhicules les plus rapides de Gran Turismo 7. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous parler des véhicules les plus bizarres, les plus excentriques, les plus what the fuck entre guillemets de Gran Turismo 7 qu'on voit pas en plus sur d'autres jeux. Évidemment, c'est une liste de mes préférés, je sais bien qu'il y a d'autres voitures, on va dire, assez spéciales sur Gran Turismo 7 que j'ai pas forcément mis dans cette vidéo là. Si un deuxième numéro vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire et puis à me dire éventuellement aussi les voitures que vous trouvez aussi un petit peu étonnantes, voilà, que vous avez vu sur Gran Turismo 7 et qui passeraient bien dans un épisode numéro 2. N'hésitez pas par la même occasion bien sûr à laisser un petit like pour le référencement de ces vidéos et bien sûr à vous abonner si les contenus que je vous propose vous intéressent, comme ça la prochaine fois vous êtes notifié dès la sortie de la vidéo. On commence avec du un peu excentrique mais version light, c'est loin d'être le truc le plus fou qu'il y a sur Gran Turismo 7, mais quand même pour un jeu de course qui se passe sur circuit, c'est un petit peu étonnant de retrouver des véhicules qui ont ce gabarit là. Ce véhicule là, c'est le Toyota Alphard. Il avait été ajouté sur Gran Turismo 7 en mise à jour et c'est à mi-chemin entre un monospace et une camionnette. C'est un véhicule qu'on voit vraiment pas sur nos routes, mais c'est un véhicule qui est quand même assez populaire au Japon et globalement ça se vend plutôt bien parce que en plus d'être assez spacieux, bah c'est assez haut de gamme dans ces grosses versions là, c'est assez optionné, assez confortable et c'est surtout assez performant. Les grosses versions, dont celles qu'on a sur Gran Turismo 7, sont équipées de base d'un V6. V6 qui fait quand même aux alentours des 300 chevaux. Alors en plus de ça, ce véhicule est en 4 roues motrices et sur Gran Turismo 7, évidemment, vous avez des possibilités pour l'améliorer. Vous pouvez sortir jusqu'à 643 chevaux sur ce véhicule-là grâce aux nouvelles améliorations qui ont été ajoutées sur Gran Turismo 7, c'est-à-dire les améliorations ultimes. D'ailleurs, ce nom, amélioration ultime, rappellera peut-être quelque chose à ceux qui me suivaient à l'époque de Forza Motorsport, mais c'est un autre débat. Donc vous pouvez littéralement vous faire ce Gran Turismo 7, une camionnette slash monospace de plus de 600 chevaux, de moins d'une tonne 5, qui a les 4 roues motrices, qui a un giga moteur avec beaucoup de couple, et qui est honnêtement bien réglé et assez maniable. Alors après, on sent que la physique du jeu, des fois, a un petit peu de mal à comprendre ce qui se passe avec ce genre de véhicule, mais clairement, ça marche plutôt bien en fait sur circuit, même si la caméra est complètement à l'ouest par contre. On avance dans ce classement avec du plus excentrique, mais aussi du plus connu, la fameuse Suzuki Escudo Pikes Peak. C'est une voiture qui est très connue sur Gran Turismo. Alors c'est vrai que si vous n'avez jamais touché un Gran Turismo, et si vous êtes né, on va dire, après les années 90, vous êtes peut-être passé à côté de ce modèle-là. Le Suzuki Escudo de base, c'est un mini 4x4 plutôt bon marché, plutôt assez fiable et qui a rien demandé à personne. Mais pourtant, il y a quand même des gens qui ont décidé de lui mettre des énormes turbos et pas de peau pour le Scudo, c'est tombé sur lui pour être tout simplement la base d'un véhicule de Pikes Peak. Pikes Peak, c'est une énorme course de côte qui est très connue, les voitures sont extrêmement performantes pour le Pikes Peak. C'est une voiture qui a fait sa légende aussi sur Gran Turismo depuis Gran Turismo 2 où c'était probablement l'une des voitures les plus performantes du jeu. Cette voiture est équipée des 4 roues motrices de base, on a dessus un V6 biturbo 2 litres 7. De base c'est déjà très puissant puisque ça fait aux alentours des 900 chevaux, mais sur Gran Turismo avec ses améliorations vous pouvez sortir aux alentours de 1200 chevaux pour environ 800 kg. Alors par contre il a un gros défaut tout de même ce véhicule là, c'est qu'il est assez dur à manier, pas forcément parce qu'il a un mauvais châssis, au contraire il a plutôt un châssis assez bon pour l'époque et surtout beaucoup d'aéro, mais simplement il a un énorme lag turbo. Le turbo est énorme, il charge très très tard et du coup des fois il se déclenche pas forcément au moment où on souhaiterait qu'il se déclenche et ça peut, on va dire, causer une perte de contrôle en virage. Pour ces raisons là, c'est vrai que c'est un véhicule qui est quand même assez difficile à manier, surtout au volant, mais c'est un véhicule incroyable et c'est toujours cool de l'avoir sur Gran Turismo 7. Bon, maintenant si je vous dis Mazda, vous pensez probablement au moteur rotor, et si je vous dis moteur rotor, vous pensez probablement à la Mazda RX-7 ou à la Mazda RX-8, mais c'est absolument pas les seuls véhicules qui ont eu des moteurs rotor chez Mazda. Dans les années 70, Mazda se penchait déjà sur le rotor et ils avaient fait ce truc qui ressemble plus ou moins à une DeLorean au niveau de la silhouette, mais en japonais, et surtout avec une vision des années 70 du truc. Et bah ce machin là, ça avait un moteur rotatif, c'est la Mazda RX500. C'est une voiture concept car qui n'a donc été jamais produite malheureusement, mais on peut l'utiliser sur Gran Turismo 7, on peut la pousser à plus de 400 chevaux pour un peu moins d'une tonne, ça marche plutôt bien même si c'est pas non plus monstrueux. Elle est assez difficile à manier aussi parce que bah c'est un peu ancien, c'est en propulsion et forcément du coup quand il y a des watts ça a tendance un peu à partir en couille, mais c'est une voiture qu'on a quasiment sur aucun jeu à part Gran Turismo. C'est une voiture qui est quand même assez performante et surtout pour le délire de l'époque de mettre un rotor dans les années 70 sur un truc comme ça, même si c'était pas les seuls à le faire. Il y a Citroën qui a tenté de mettre des moteurs rotor par exemple sur la Citroën GS, même si la GS était stylée, ça avait clairement pas autant de gueule que ça et surtout c'était pas aussi performant. De base la RX500 faisait quand même 250 chevaux, ce qui dans les années 70 était vraiment cool. D'ailleurs sachez pour info, même si ça sert pas à grand chose sur Gran Turismo 7, que cette voiture était équipée de portes en élytre, donc les portières ne s'ouvraient pas latéralement mais verticalement, ce qui était très très cool. Bon, on descend un petit peu en performance, mais bon c'est pas ridicule quand même, et sachez que sur Gran Turismo il y a un kart. Alors il y a pas grand chose à dire de plus dessus, c'est un kart 125 cm3 qui fait 50 chevaux si mes souvenirs sont bons, pour environ 105 kg, ce qui est plutôt très honnête. C'est beaucoup plus maniable que ce que je pensais, même si bon ça peut partir quand même assez fort en virage. Et sachez pour info que c'est actuellement le véhicule le moins cher
cher du jeu, ça coûte 10 000 crédits. Seul défaut de ce véhicule là sur Gran Turismo 7, il n'est absolument pas améliorable, donc tout le monde a le même, ce qui est cool entre guillemets, mais bah du coup il n'y a pas moyen d'en faire un truc vraiment débile. Bon, on va attaquer le dossier Chaparral maintenant avec deux voitures de cette marque clairement à mettre dans ce classement. La première c'est la 2J de 1970. Alors vous connaissez déjà peut-être Chaparral si vous avez joué aux anciens Gran Turismo ou aux anciens Motorsport. Il y avait des Chaparral qui étaient connus pour avoir des ailerons mais vraiment genre gigantesques, c'était n'importe quoi, mais c'était travaillé pour l'aéro, et c'était pas arrivé un matin en disant juste bah on va mettre genre le plus grand aileron du monde. Bah sur Gran Turismo 7 il y a d'autres Chaparral, notamment la 2J qui honnêtement en vue 3 quarts arrière et en vue par derrière ressemble plus à une machine à laver qu'à une voiture, mais cette voiture a une énorme particularité puisqu'à l'arrière ce qu'on voit et ce qui fait que ça prend autant de place et que ça ressemble plus à un meuble qu'à une voiture, c'est deux énormes ventilateurs qui viennent de chars d'assaut si je dis pas de bêtises, et le but de ces ventilateurs c'était d'aspirer l'air qui entrait par l'avant de la voiture et de créer donc une dépression d'air au niveau de l'essieu arrière pour augmenter l'appui de manière on va dire un peu mécanique. Du coup cette voiture pour son époque avait beaucoup d'appui et était très performante. En plus de ça on avait un moteur V8 de plus de 7 litres de cylindrée, 7 litres 6 précisément. La voiture est monstrueuse. En plus de ça on a quasiment 700 chevaux pour 820 kg. La voiture est en propulsion, ça devait être une dinguerie absolue, et je pense que pour conduire ça en compétition à l'époque il fallait avoir une paire relativement énorme quand même, hein. D'ailleurs sachez qu'à l'époque, et si je dis pas de bêtises, cette voiture marchait tellement bien, était tellement pétée en termes de tenue de route que certains gros concurrents comme McLaren se plaignaient de justement ce système qui était un peu cheaté pour l'époque et qui était assez mal encadré au niveau des règles on va dire concernant les voitures de course engagées dans ces catégories là, et quelques années plus tard du coup ils ont adapté les règles pour que ce genre de système soit banni. Je vous le disais, il y a une autre voiture de cette marque dont je voulais parler. Alors pour le coup là on va rentrer dans le délire des VGT, donc ça ce sont des voitures qui n'existent pas en vrai, ce sont des concept cars vraiment pensés pour Gran Turismo. VGT ça veut dire Vision Gran Turismo. Il y a un modèle de ces Chaparral qui est quand même assez étonnant sur ce Gran Turismo, c'est la 2X VGT. Bon, c'est un look de dildo globalement, mais elle a quand même une spécificité assez bizarre celle-ci. En plus de faire 910 chevaux pour 450 kg, ce qui est simplement abusé, c'est que le moteur de cette voiture-là est un moteur électrique. Ils appellent ça le Laser Pulse 2X, donc en gros un moteur à impulsion laser. Alors c'est complètement n'importe quoi, je crois pas que ça existe en vrai. Je parle pas de la voiture, mais de la technologie évidemment. Du coup, on a un son très bizarre quand on roule, on a un son de claquement qui ressemble un peu à des retours de flammes, sauf qu'on a pas d'autre son, c'est comme si la voiture était propulsée par des retours de flammes. Ça marche extrêmement fort, on atteint 400 km/h sur une ligne droite d'un circuit comme Catalunya, ça freine assez fort, par contre elle est assez abominable à conduire en virage, elle sous-vire, c'est-à-dire qu'elle va tout droit quoi. Globalement c'est assez chiant, donc sans réglage c'est pas une voiture que je recommande, mais avec réglage c'est plutôt une bonne voiture et c'est une voiture quand même assez performante. Bon après c'est performant, mais à côté de la dernière voiture dont on va parler dans cette vidéo, c'est comme si vous rouliez avec le frein à main quoi globalement. Pour terminer ce classement on va parler de la voiture la plus rapide de Gran Turismo 7, la SRT Vision GT, donc là pareil un modèle fictif qui n'existe pas, un modèle extrêmement particulier qui est globalement la voiture la plus cheatée du jeu. Quand je vous dis cheatée pour le coup c'est vraiment genre vraiment cheaté. Cette voiture c'est pour la marque SRT, SRT c'est la division sport on va dire de chez Dodge, et dans cette version là disponible sur le jeu on a les 4 roues motrices, on a une voiture qui fait 700 kg et qui fait 2623 chevaux. Cette voiture a tellement d'accélération que ça sert même plus à rien de mesurer le 0 à 100, mais qu'on va mesurer directement le 0 à 400. Je pense qu'elle fait le 0 à 400 en moins de 10 secondes, hein. C'est vraiment n'importe quoi. Et puis surtout la vitesse de pointe hein, avec l'aspiration c'est 650 km/h, autant vous dire que pendant quelques secondes j'avais l'impression de jouer à The Crew 2. En plus de ça cette voiture est hybride, donc vous avez un système vous permettant de racheter de la puissance comme la nitro sur les voitures thermiques, et évidemment la tenue de route en virage est complètement pétée. Cette voiture est d'ailleurs tellement efficace au niveau de cette adhérence, elle est tellement plaquée au sol que c'est pas une voiture si facile à contrôler que ça, parce que si on met un tout petit peu trop d'angle, la voiture elle va le suivre directement, et même si c'est assez facile à rattraper, c'est comme conduire une F1 sous stéroïde qui prend 650 km/h, c'est pas du tout instinctif, et franchement il faut un petit peu d'entraînement avec pour commencer à bien la manier. Cette voiture est disponible pour 1 million dans le concessionnaire si je dis pas de bêtises. D'ailleurs sachez que c'est le cas également pour la VGT dont je viens de vous parler, et ce sont sur ces voitures là que je vais arrêter ce premier épisode des voitures les plus what the fuck de Gran Turismo 7. J'espère que d'ailleurs plus tard avec les prochaines mises à jour, d'autres voitures un peu à côté de la plaque seront ajoutées sur le jeu. C'est en général les voitures les plus cool à conduire et sur lesquelles il y a le plus de choses à dire et sur lesquelles il y a vraiment le plus d'historique. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à le montrer en soutenant la chaîne gratuitement par utilisation par exemple de mon lien Instant Gaming qui vous permet d'acheter vos jeux à prix réduit. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch, je fais actuellement assez souvent quand même des expériences de circuit sur Gran Turismo 7 et d'autres choses en live, donc n'hésitez pas à venir me follow, à claquer votre prime, et puis comme d'hab pour ceux qui veulent aider la chaîne sur le long terme, pensez que vous pouvez le faire en devenant des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne sur le long terme et ça vous fait profiter de plein de bonus, donc c'est tout bénef pour tout le monde. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao.